Alors, Monsieur Briand, je peux vous répondre une chose. J'en fais tellement mention partout, tout le temps, dans l'ensemble de la conférence, et je vous invite à aller sur le site web du Mouvement Québec français où il y a une capsule qui parle notamment de tout ça et de l'écosystème linguistique. Les études que j'ai fait faire, c'est justement sur la question de l'État qui fait en sorte qu'il y a plusieurs excellents, j'en parlais au début, l'importance de l'État puis des emplois de langue anglaise. Habituellement, là, j'explique qu'il y a 8% d'anglophones au Québec de langue maternelle et il y a 14% des emplois institutionnels québécois, donc qui viennent du public, qui sont description de tâches parler anglais. Donc, il y a une différence de 6% entre le 8% d'anglophones et le 14% d'emplois de langue anglaise. Ce qui fait en sorte que, dans le domaine hospitalier, un employé sur deux n'est pas un anglophone de langue maternelle. Et donc, il y a tellement de bons emplois en langue anglaise qu'il n'y a pas suffisamment d'anglophones pour avoir ces postes-là. Et c'est pour ça que, ça, on parle du monde en matière de santé, mais aussi au niveau universitaire. Il y a tellement d'investissements qui sont mis dans les institutions de langue anglaise que si on ramenait la part de l'argent en fonction du poids démographique des anglophones par rapport au poids démographique des francophones, c'est 1 milliard par année. 1 milliard par année là, qui serait mis dans les institutions de langue française, que ce soit l'Université de Montréal ou le réseau des universités du Québec ou l'Université Laval. Et donc, c'est normal que actuellement, il y a une anglicisation puisqu'on investit tellement dans les institutions de langue anglaise qu'on forme des gens qui vont faire partie plus tard, des gens qui vont non seulement être des travailleurs à 25, 30 ans, 35 ans, mais qui, à un moment donné, à l'âge de 40 ans, vont devenir des dirigeants. Puis ils vont, même si c'est des francophones, ils vont imposer la langue anglaise au travail. Je reviens sur une autre chose, pas seulement les institutions de langue anglaise, les institutions de langue française. M. Lacroix vient de nous parler de Patrimoine Canada qui a financé le groupe Speak par rapport à l'anglais en 6e année. Mais on a sorti avec la CSN, parce que la CSN, c'est un partenaire extraordinaire sur la question du français. Il y a une étude qui a été financée, Mouvement Québec français, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Mouvement national des Québécois et la CSN, sur la langue dans le système hospitalier, mais des institutions dites, pour rendre ça simple, de langue française. Et on est en train de bilinguiser des postes et c'est financé par le gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement fédéral, Patrimoine Canada, donne de l'argent dans le fond, aux directions générales des hôpitaux. Les directions générales des hôpitaux disent hey, on n'est pas pour refuser du bel argent, il nous manque de l'argent. Avec cet argent-là, ils disent parfait, on va acheter des cours à l'Université McGill, puis on va envoyer des employés aller se faire former en anglais pour être sûr que sur l'ensemble du territoire québécois, il peut y avoir, si tu es un anglophone qui vient de Saskatoon, tu vas pouvoir te faire servir en anglais. Et donc, au niveau des institutions de langue anglaise, on surfinance les institutions de langue anglaise. Et du côté des institutions de langue française, on bilinguise les postes. Et qu'est-ce qui arrive quand on bilinguise les postes? Bien, on fait en sorte qu'on crée des précédents. Et par la suite, des gens qui ne parlent pas anglais, c'est comme si c'était pas normal. C'est comme si c'est anormal des institutions de langue française. Si tu ne parles pas anglais, tu es quelqu'un d'anormal. Parce que pour avoir accès à ces postes-là, il faut que tu puisses connaître l'anglais dans des institutions de langue française. C'est un non-sens complet. Et donc, des deux côtés, c'est pour ça que le combat se fait sur les institutions publiques. Il y a des gens qui le font avec le français en entreprise, puis je pense qu'il va y en avoir une des intervenantes qui le vit au quotidien. Mais c'est clair que c'est les institutions publiques et personne, et là je reviens, c'est pour ça la conférence. Est-ce qu'on entend parler un parti politique de tout ça? C'est le plus grand tabou qu'il n'y a pas. Jamais qu'on va parler du financement des institutions de langue anglaise, jamais qu'on va parler de la bilinguisation des postes financés par le gouvernement fédéral, et on parle du bout des lèvres des jugements de cour qui ont fait en sorte qu'on a bilinguisé les postes dans la fonction publique à la ville d'Ottawa. C'est un scandale. C'est un scandale. Parce que c'est la ville d'Ottawa. C'est des francophones qui ont dit on va bilinguiser des postes parce que, en finance, pour faire affaire avec, à cause qu'il y a eu des fusions municipales, puis avec les fusions municipales, bien, il y a eu une clientèle autour d'Ottawa qui était plus anglophone. Donc, on a bilinguisé des postes. Et ce qu'on fait, c'est on empêche d'avoir accès à des postes dans la ville de Gatineau. Et c'est les francophones qui ont imposé ça. Ils sont allés c'est allé jusqu'en Cour suprême, mais ça n'a pas été, 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 ça n'a pas été
étudié par la Cour suprême. Mais les travailleurs se sont battus, ils ont gagné avec l'arbitre de Grief, c'est allé plus loin, plus loin, plus loin. Et la ville de Gatineau, je rappelle, c'est des francophones qui ont dit, ouais, c'est parce qu'on aurait peut-être des votes du côté des anglophones, fait que finalement, il faut donner le service en anglais. C'est là-dedans qu'on en est. Et c'est pour ça que je dis, tout y est. On a les études, on sait exactement où il faut aller, mais on n'a pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Je reviens là-dessus. OK? Quand on travaille avec le syndicat de la fonction publique du Québec, le SFPQ, parce que, comme le dit Claude, moi je coordonne depuis 4 ans la table de concertation partenaire pour un Québec français où il y a la CSN, le SFPQ, la FAE et l'UDA, bon, et d'autres organisations de la société civile. Et quand on travaille avec les syndicats de la fonction publique du Québec, bien, on parle de travailleurs. Un travailleur qui est là à un guichet. Le travailleur au guichet doit faire l'arbitrage. Tout le temps, dire, je regarde la personne arriver devant moi, je regarde la face, il me parle un peu, je vais-tu parler en anglais ou en français, cette personne-là? Et donc, là, il regarde son code de langue, parce que tu as des codes de langue par rapport aux citoyens. Et donc là, si tu réponds pas dans la langue qui est marquée dans le code de langue, tu vas être réprimandé. Mais, fait que là, les travailleurs, ils ont tellement peur de se faire réprimander, qu'est-ce qui arrive? En cas de doute, qu'est-ce que tu fais? Vas-y en anglais. C'est ça la clarté. C'est-à-dire que le gouvernement, puis les péquistes ont été au pouvoir pendant 1 an et demi, et avec Partenaires pour un Québec français, les centrales syndicales, on a demandé à Mme de Courcy, est-ce que les directives données aux travailleurs de l'État peuvent être claires sur la langue avec laquelle on doit parler avec le citoyen? Et ça a été une réponse vaseuse comme vous n'avez pas idée. Et donc, que ce soit des péquistes, que ce soit des libéraux, on ne veut pas toucher à cette question-là et on laisse le travailleur faire l'arbitrage. Imaginez à la fin de ta journée, là, toi, tu es toujours en train de ne pas savoir ce que tu dois faire. Et donc, et ça, là, il y a des travailleurs aussi qui sont obligés de travailler tout le temps en anglais parce que, eux autres, il y a des personnes qui ne parlent pas anglais entre travailleurs sur un plancher de travail, mettons, à la SAAQ. Et donc, la personne qui parle anglais, ils vont dire, ben, tiens, c'est toi qui va répondre à tous les, on appelle ça des citoyens, on appelle ça des clients. Et donc, le travailleur est obligé de parler en anglais parce qu'il a déclaré, il y a 10 ans passés, dans son entrevue d'embauche, qu'il connaissait l'anglais. Or, il n'est pas obligé d'utiliser l'anglais. La loi dit que tu n'es pas obligé de parler en anglais, mais dans les faits, les directeurs de département, les sous-ministres, tout ce qui va dans l'appareil étatique, ne pousse pas du côté de l'anglais. Donc, la loi est claire, mais c'est les décideurs, principalement des francophones, qui disent « faudrait pas faire de vagues ». Comment fonctionne le système universitaire en lien avec le système de santé? Et dans l'étude qui a été financée avec la CSN, qui est aussi sur le site du Mouvement Québec français, sur la bilinguisation du système de santé, eh bien, ça explique qu'il y a un lien institutionnel entre les hôpitaux et le monde universitaire. Et de façon arbitraire, on a décidé que McGill formait le quart des médecins au Québec. Il y a 8 d'anglophones, mais de façon arbitraire, on a dit le quart des médecins va être formé à McGill. Et l'argent, il y en a de l'argent en maudit dans tout le système de formation des médecins. Et donc, on a dit, bon, le quart des médecins formés à McGill, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que, pour attacher tout ce beau monde-là, les institutions de santé à un pôle qui s'appelle McGill, bien, on va faire un réseau universitaire intégré de santé, un RUIS. Et donc, c'est sur une base territoriale que tout l'ouest de Montréal, l'ouest de la Montérégie, l'ouest du Québec et le nord du Québec, 63% du territoire québécois est couvert par le RUIS de McGill. Donc, si tu es en deuxième ligne, quand tu vas à un hôpital à Rouen, tu vas te faire parler en français. Mais s'il faut que tu ailles en deuxième ligne, il faut que tu viennes à Montréal, bien, on va te référer à McGill, puis surtout Ocean. Puis après ça, bien, on peut te référer au Douglas ou à tout ça. Puis ton service de deuxième ligne, il n'est pas nécessairement en français, puisque l'institution comme telle n'est pas une institution comme, mettons, Maisonneuve-Rosemont, ou c'est une institution de langue française. Et donc, c'est basé sur le territoire, c'est basé sur la formation des médecins, c'est basé sur une décision arbitraire que McGill forme le quart des médecins au Québec. Voilà, c'est basé là-dessus. Et si vous voulez en savoir plus loin, allez lire les 2 études, bilinguisation du système de santé, une étude de l'IREC que la CSN et le Mouvement Québec français ont financé, et l'autre qui est sur le site,
c'est-à-dire le déséquilibre du financement universitaire qui est toujours sur le site du mouvement Québec français. Et ça va vous expliquer les deux. Puis je pense que M. Lacroix aurait beaucoup à dire sur la question du méga chum. Ben, en fait, il a fait un excellent résumé. J'ai juste une devinette pour vous. Qui a mis ça sur pied? Quel ministre de la Santé a fait ça? Qui? Philippe Couillard. Oui, exactement. Puis un autre point, c'est que, oui, le McGill forme le quart des médecins, puis dans les journaux, quand vous lisez, bien, il y a toujours une pénurie de médecins. Bon, ça dure, ça fait 15 ans et plus que ça dure. Il y a une pénurie de médecins, puis quand on regarde un peu, bien, on se rend compte qu'il y a environ 60% des médecins formés à McGill qui partent. Donc, nous, on est tellement riches qu'on leur paye la formation, eux quittent, puis après ça, nous, on se ramasse sans médecin de famille. Ça dure depuis des décennies et personne ne fait rien. Et non seulement ne font-ils rien, mais à Gatineau, ils vont ouvrir un centre de formation pour les médecins de famille attaché à McGill parce que c'est dans le RUIS McGill. Donc les médecins de famille de Gatineau vont être formés en anglais. Ça, c'est vraiment la cerise sur le sundae. Non, mais moi, il faut donner crédit à Jean-François Lisée d'avoir dit qu'il enlèverait ça à McGill s'il prenait le pouvoir. Bon. Il reste à savoir si les augmentations pharaoniques de Barrette et de Couillard qui sont accordées aux médecins vont entraîner une rétention des médecins au Québec. Ça se peut parce que les médecins, moi je travaille dans le milieu médical, là, je ne suis pas médecin, mais donc je peux en parler librement. Les médecins au Québec gagnent plus que leurs confrères en Ontario maintenant. Donc, je parlais récemment avec un médecin qui, lui, est passé de Gatineau à Ottawa, puis son salaire a diminué. Donc, c'est très savoureux. Quand la loi 101 a passé, McGill était supposé se franciser. Ils avaient un délai de 5 ans. Les libéraux ont repris le pouvoir, puis ont fait tomber ça. Donc, effectivement, la loi 101 ne s'applique pas. Puis non seulement ça, mais vous n'avez pas le droit d'exiger une version française de votre dossier médical. Eux, ils n'ont pas à la produire. Donc, tout le dossier est en anglais. Puis vous n'avez pas le droit à une version française. Ça, c'est aussi savoureux. Vous payez leur salaire. Puis non seulement ça, mais eux, quand ils envoient des dossiers dans d'autres hôpitaux au Québec, ils envoient leurs dossiers en anglais. Fait que nous, il faut se débrouiller avec ça. On peut imaginer que ça puisse entraîner des risques d'erreur d'interprétation. Mais ça, personne ne se soucie de ça. Tout ça, là, on revient sur la loi des langues officielles, la loi 101. L'objectif de la loi des langues officielles, je pense que Frédéric l'a bien expliqué tantôt, l'objectif de la loi 101, c'était de faire en sorte que le français, ce soit la langue commune dans l'espace public. Oui, il y a des exceptions, puis il y avait des règlements pour que la communauté anglophone puisse travailler dans sa langue, puisse, dans le fond, vivre, se faire soigner, s'éduquer et tout ça. Mais l'idée, c'était pas le bilinguisme institutionnalisé à la grandeur. Or, aujourd'hui, quand on parle, je peux vous dire qu'on a parlé à de façon personnelle à des chefs politiques, de certaines formations politiques. Non, il ne faut pas toucher à ça, le bilinguisme institutionnel. Ce qui est là, il faut que ça reste parce que c'est perçu comme étant vouloir enlever des droits aux anglophones. Donc, le Press 9, pour commencer, on est la seule place probablement sur la planète où on endure, puis on est pratiquement content, puis on s'en aperçoit plus. Lorsque tu appelles, tu perds 5 à 10 secondes de ta vie. For English instruction, Press 9. Quand tu appelles dans un cabinet de radiologie, ben, ou en orthopédie à l'hôpital Charlemagne, c'est pas un hôpital anglophone, là, tu as For English Instruction, Press 9. Ils te font le message en français. Après ça, ils te le font en anglais pour être sûr, mais ils ne te le font pas d'un bout à l'autre en français. Ils te le font un bout en français, un autre petit bout en anglais. C'est un peu comme du Justin Trudeau. Et là, toi, il faut que tu attendes jusqu'à la fin du message, tu te le fais imposer. Et ça, c'est pas dans un hôpital, c'est pas au Jewish, là. Fait qu'imaginez, là, ça se passe dans des hôpitaux qui sont pas des hôpitaux dits de la communauté historique anglophone. Imaginez ce qui se passe dans les institutions de la communauté dite anglophone. Et donc, c'est ce bilinguisme institutionnalisé. C'est ce contre quoi le mouvement Québec français se bat. On ne se bat pas contre le bilinguisme individuel, on se bat contre le bilinguisme institutionnalisé parce que ça a un impact direct